Le principe de l'atelier, c'est un atelier prospectif, donc on va se projeter à un horizon 2035 et on va envisager une hypothèse en rupture autour du numérique. Et en fait, l'atelier va consister à essayer de voir quels sont les facteurs qui pourraient nous amener à cette situation de rupture. Et une fois, en partant du principe que cette situation de rupture, aussi improbable soit-elle, est arrivée, quelles seraient les conséquences. Mais avant de vous présenter plus en détail l'atelier, parce que tout cela va vous paraître un petit peu abstrait si je continue, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets dans la discussion, qui va en fait être notre support d'atelier, vu que les personnes sur place travaillent à partir de post-it qui mettent sur les murs, mais vu que nous sommes à distance, nous allons passer par l'application Klaxoon. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à renseigner un pseudo. Alors, je vous invite pour l'instant à ne toucher à rien tant que je ne vous ai pas expliqué le fonctionnement de l'atelier. J'attends juste un petit peu. Pour l'instant, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de connexion. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont du mal qui n'arrivent pas à se connecter ou tout est bon pour tout le monde? Bon. Jusqu'à preuve du contraire, on va dire que tout est bon. Je vois qu'il y a quelques personnes qui continuent de se connecter. Donc là, en fait, les trois groupes vont partir sur des hypothèses un petit peu différentes, toutes en lien avec le numérique et la gestion des services publics et la question de leur numérisation. Nous allons partir d'une hypothèse, donc en rupture. Hein, là, le but, c'est pas de dire est-ce que c'est probable ou est-ce que c'est pas probable, mais on va partir de l'hypothèse qui est que on se projette en 2035 dans un territoire intercommunal de type Grand Paris Sud-Est à venir, mais de manière assez générique, un territoire intercommunal dont les services publics ont été en grande partie dématérialisés. Et notre hypothèse en rupture, ce serait que ce territoire se trouverait subitement coupé du numérique d'une situation de crise qui serait donc à la fois subie et brutale. Ce ne serait pas une transition progressive vers des services en 100% physiques. Là, c'est vraiment l'hypothèse d'un territoire qui a quasiment tous ses services en numérique et qui subitement se retrouve coupé. La méthode qu'on va utiliser, c'est une méthode assez simple qu'on utilise pas mal à Futurate, qui s'appelle la période du how to what if, donc qui est divisée en deux temps. Donc la partie how to, qui est comment est-ce qu'on en est arrivé là, et la partie what if, l'exploration donc des conséquences par du principe qu'on est en 2035, que cette hypothèse s'est vérifiée et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Pour ça, ce qu'on va faire, en fait, c'est vous qui allez travailler. Vous allez chacun poster, publier des petits post-it en appuyant sur le bouton qui est en bas au centre de votre écran. Donc vous appuyez dessus, vous avez un encart qui s'ouvre et vous pouvez noter des choses que vous allez ensuite positionner dans le klaxon. Ça, c'est sur le principe de fonctionnement de l'outil en lui-même. Sur l'atelier, dans un premier temps, on va se concentrer sur la partie how to. Donc, sur la partie qu'est-ce qu'il pourrait faire en partant de maintenant et en arrivant jusqu'à 2035, qu'est-ce qu'il pourrait faire quand on arriverait à un territoire qui a d'une part numérisé la plupart de ses services publics et d'autre part, quels seraient les facteurs de risque qui feraient que ce territoire arriverait à une situation donc, de crise où il se retrouverait coupé. L'idée, c'est de tisser différentes trajectoires qui parle de la situation actuelle, donc un territoire
territoire intercommunal assez générique sur le modèle de Grand Paris Sud-Est Avenir, jusqu'à la situation en 2035 et voilà, de tisser des trajectoires, des liens de cause à effet qui amèneront à cette dynamique. Je n'explique pas pour l'instant intentionnellement la partie what if parce que vous allez voir en fait, il faut d'abord, on va d'abord travailler à comment on peut en arriver là. C'est qu'une fois qu'on aura travaillé à comment on en arrive à cette situation, qu'on pourra réfléchir à qu'est-ce qui se passera. Qu'est-ce qui se passera une fois l'hypothèse réalisée. Très concrètement, on vous a un petit peu facilité les choses parce qu'on est quand même assez nombreux en ligne et qu'on a un temps relativement réduit. Donc, vous voyez sur le klaxon figurer un certain nombre de trames. Donc, on a fait 3 grands espaces. D'une part, la dématérialisation des services publics en tant que telle. Donc, pourquoi elle arriverait, quels seraient les moyens de sa mise en œuvre, etc. Quels facteurs de vulnérabilité il en découle, et d'autre part, quels sont les risques de rupture qui pourraient faire qu'une telle collectivité serait subitement coupée de ses services numériques. Ce que je vous propose très concrètement, c'est dans un premier temps de réfléchir individuellement sur cette partie retour, donc en postant des post-it. Alors, on est assez nombreux, donc on va se fixer juste quelques règles, histoire de ne pas se retrouver avec 50 millions de post-it d'un coup. La règle de base, c'est tout simplement une idée par post-it. Alors cette idée, faut pas faire un paragraphe, mais faut pas non plus que ce soit trop général. Par exemple, mettez juste une idée transition numérique. Bon, ça veut pas dire forcément grand-chose. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'une part que vous prépositionnez ces post-it en fonction des encarts qu'on a disposés sur le support. Si vous ne voyez pas où les mettre, il n'y a pas de souci, vous les mettez à côté. Nicolas et moi, on se chargera de les remettre à partir de là, de tisser un petit peu une trame. Et n'hésitez pas aussi à, en même temps que vous postez vos idées, de lire en même temps ce qui se fait. Une fois que sur les post-it, vous pouvez voter. En cliquant sur un post-it, vous avez une petite option de vote pour appuyer les idées que vous trouvez pertinentes et pour pas faire 3 fois le post-it qui donne la même idée. Vous pouvez aussi modifier un post-it qui a déjà été posté, y compris si c'est pas vous qui l'avez mis. Je me suis beaucoup exprimé. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations à ce stade? N'hésitez pas à activer votre micro, hein, tout simplement. Même si on est en parallèle sur Klaxoon, on peut, voilà, si vous rencontrez une quelconque difficulté, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est clair. Mais du coup, par exemple, je prends un exemple pour le klaxon. Si on veut, par exemple, dans la dématérialisation des services publics, la cause, c'est peut-être, par exemple, la gestion une optimisation des flux. Moyen de mise en œuvre, par exemple, c'est la prise de rendez-vous en ligne. C'est ça qu'on cherche à... Oui, là, en fait, on cherche à faire un brainstorm d'un petit peu toutes les idées, à partir de là, de tisser des trajectoires qui nous amèneraient à, in fine, à cette hypothèse. On a fait cette trame au début pour faciliter un petit peu la mise en œuvre, accélérer un petit peu les choses, sachant qu'on a un temps qui reste relativement limité, que vous êtes nombreux, mais faut pas que ce soit enfermant. Et vous pouvez parfaitement mettre un seul post-it, faire une liste des différentes causes, pendant que d'autres d'entre vous regardant plutôt les risques de rupture. Vous n'êtes pas obligé de faire directement une trajectoire complète. Ça, on verra avec la somme de vos idées. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous y mettre et de commencer à poster vos idées.
Alors, vous le voyez assez rapidement, les post-it peuvent être assez surdimensionnés par rapport à la taille de la trame. N'hésitez pas d'une part à zoomer sur différentes parties de la trame et d'autre part à modifier la taille de vos post-it. Pour ça, vous avez simplement à appuyer sur les post-it et un petit encart qui se met. Juste pour vous donner quelques repères, l'idée, ce serait que qu'en 5-10 minutes, on fasse un petit peu le tour des post-it. C'est après qu'on n'est pas trop nombreux, donc on pourra en discuter ensemble et afin de passer d'une accumulation d'idées à différentes trajectoires. Nicolas, juste, tu peux me confirmer la fin de l'atelier, c'est donc 17h, c'est ça? Si la restitution, c'est à C'est 17, ça. 17h30. Ok, Exactement. ça marche. La restitution commence à 17h, donc là, c'est incompressible comme délai. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ce sera vous visez cette heure-ci. Je suis en train de le modifier directement, mais dans les causes, c'est les causes, les objectifs, etc., etc. Alors, est-ce que la personne qui a mis la grève langue des agents de la collectivité, est-ce qu'elle pourrait préciser un petit peu ce qu'elle entend à l'oral ou à l'écrit? Parce que j'avoue avoir du mal à catégoriser cette idée. Je vais aussi parfois réécrire certains post-it pour pouvoir mettre en un seul des deux idées qui sont similaires. Donc, je vais en supprimer d'autres. Ne soyez pas vexés. C'est pas que ce ne sont pas des bonnes idées, c'est juste que je regroupe des idées proches. Quentin, quel est le post-it où vous avez besoin de plus d'explications? Grève longue, durée des agents de la collectivité qui est qui est à droite de la partie retour. Est-ce que la personne qui a mis ce joli post-it peut se manifester? Pas très grave, hein, mais N'hésitez pas à carrément ouvrir votre micro, hein, ça permettra de comprendre plus facilement les choses. ou de modifier à l'écrit si vous voulez conserver votre anonymat, ce que nous respectons tout à fait. Ouais, c'est le but de ces ateliers aussi, donc. C'est peut-être quelqu'un qui a quitté la salle. C'est Il me possible. semble qu'on est. Ouais, on a perdu petit peu 2-3 personnes, donc c'est possible. De la même manière, sur les équipements nuisibles, en risque de rupture environnementale, je me suis permis de rajouter énergivore. Je ne sais pas si ça correspondait à l'idée de base de la personne qui a contribué, sur tout ce qui est data center et conservation de données, par exemple, qui consomment beaucoup d'énergie. Donc pareil, c'est évidemment pas fixé dans le marbre.
Tout à fait, ton réaction. Bon, je vais mettre la grève dans les risques de rupture, ce que j'interprète. Tac. Sur les causes et les objectifs liés à cette dématérialisation, donc il y a à la fois, si je résume pour qu'on puisse un petit peu compléter, consolider les trajectoires, donc il y a d'une part la réduction des flux physiques, après il faudrait savoir pourquoi, enfin, est-ce que c'est un objectif en soi ou est-ce que c'est une résultante d'autres objectifs, par exemple d'objectifs environnementaux, de réduction de la mobilité, ou genre, enfin, j'en sais rien. Il y a un bloc. Justement, il y a un post-it qui répond en partie. Il y a un bloc facilitation d'accès. Et il y a un enjeu de traçabilité des demandes. Donc là, c'est plus du côté des administrations, j'imagine. Et un côté confort usager d'un service. Enfin, ça rejoint un petit peu l'accessibilité, mais c'est aussi le fait d'avoir un service qui est disponible 24 heures sur 24 et qui permettrait de faire gagner du temps parce qu'il réduit les flux physiques, notamment. Est-ce que déjà c'est des choses qui sont partagées? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent d'après vous? N'hésitez pas aussi, s'il y a des choses qui vous paraissent particulièrement pertinentes, comme je vous le disais, il y a un système de vote. Si vous cliquez sur un post-it, vous avez différentes options qui s'affichent, dont un petit cœur pour voter. Ça peut aussi permettre de structurer un peu la conversation. Sur ces causes et objectifs, vous n'avez pas de remarques en particulier? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que de ces objectifs initiaux vont aussi dépendre les moyens de mise en œuvre et qu'est-ce qu'on fait pour y répondre, et donc quelles sont les vulnérabilités potentielles, etc., etc. Vous préférez continuer à contribuer à l'écrit, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. Ça me gêne pas de monopoliser la parole, mais bon. On est concentré, on vote. Mais oui, Bon, j'imagine que ça. c'est toujours compliqué de faire deux choses en même temps. J'ai toujours le réflexe de combler le vide, surtout dans les réunions en visio, parce que je vous vois pas réfléchir.
Mais je comprends parfaitement, hein. Oui, puis en plus, il y a l'effet aussi de voir ce qui a été écrit. Donc, et donc là, Oui, ça fait beaucoup de choses en même temps, oui, c'est sûr. et surtout là, effectivement, en fait, on veut garder une vision un peu globale, donc on essaie de ne pas trop agrandir, mais donc ça met du Oui, temps. alors Il n'y a pas le choix. J'ai bien peur que l'âge ne me permette pas de ne pas zoomer. ah, mais là, c'est même pas une question d'âge, hein. Je pense que c'est aussi une question de taille d'écran. Moi, je suis obligé de zoomer, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, c'est sûr, le klaxon permet de mettre plein d'idées, mais en même temps, faut jongler entre les différents niveaux de zoom pour passer d'un point de vue global à du détail. Tac, 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 portail de démarche. Je commence à regarder les moyens de mise en œuvre. Quand on dit d'ailleurs accompagnement des usagers, c'est sur le numérique. On est d'accord. J'imagine, après, ça peut. Enfin, oui. J'imagine. Oui, bonjour, c'est moi qui ai mis la carte accompagnement des usagers. C'était dans le sens où dans les moyens à mettre en œuvre pour dématérialiser les services publics, pour moi, c'est de prévoir un accompagnement pour ceux qui en ont besoin. C'est dans cette idée-là que j'ai mis la carte. Ok, très bien. Merci de votre précision. Hop. Effectivement, on voit déjà que c'est intéressant aussi de voir dans les moyens de mise en œuvre des choses qui peuvent répondre aux facteurs de vulnérabilité. Pour ces facteurs, je vois 4 blocs qui se dessinent, pour l'instant en tout cas, qui est d'une part le risque d'avoir un seul service qui centralise tout, et donc forcément c'est le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier, pour le dire de manière un petit peu triviale. Il y a un autre risque qui est lié en tout cas une autre vulnérabilité qui n'est pas forcément tant liée à la rupture directement, à la rupture de service, mais plutôt à cette transition vers des services numérisés, qui est tout ce qui est problème à la fois d'accès et de compétences de la population. Qui est-ce qui a accès, qui est-ce qui sait se servir de ces outils numériques. Il y a un bloc, en un seul post-it sur la coordination avec les autres organismes, histoire de ne pas créer un espèce de labyrinthe numérique duquel l'usager ne pourrait pas se sortir. Et enfin, qui est directement lié aux risques qui sont mentionnés en dessous, c'est une sorte un petit peu de confiance aveugle en la technologie, y compris alors qu'on peut éventuellement passer par qu'un seul service un peu monolithique, et que cette confiance aveugle nous empêcherait de considérer et si il se passait quelque chose. Parce que vous êtes forcément d'accord avec le récit que je commence à faire de ce qui transparaît de vos idées, en tout cas de ce qui me semble transparaître. Je vous laisse intervenir à l'écrit ou à l'oral, le cas échéant, pour compléter et manifester votre désaccord manifeste, parce que je raconte n'importe quoi. Sentez-vous libre, surtout. La richesse aussi de ce type d'atelier, c'est la confrontation d'idées, le débat et la discussion.
On pourra peut-être, Quentin, faire un petit tour de table à un moment donné. Ouais. Ça permettra de favoriser les échanges. Effectivement, oui, d'autant que je vois qu'on est un petit peu en avance, enfin qu'on est dans les temps, disons, pour l'instant. Juste peut-être pour conclure rapidement sur les risques en rupture, pour vous donner une lecture un petit peu synthétique, et après on organiserait effectivement un rapide tour de table. Alors, il y a un gros bloc qui amène in fine une coupure d'électricité ou une coupure d'Internet. Ça peut être une rupture technique d'un réseau, de câbles, etc. Ça peut être des événements climatiques qui causent ça et une surcharge d'informations, etc. Enfin, qui amènent soit plus d'électricité, soit plus d'Internet. Mais il y a aussi deux autres choses qui ressortent et qui sont assez intéressantes. Alors, équipement nuisible et énergivore, c'est intéressant, mais ça irait plutôt dans le sens d'une transition voulue et donc nécessairement progressive vers moins de services numériques. Donc, je le mets un petit peu à part, ça reste intéressant, mais je vois pas forcément immédiatement, en tout cas, en quoi ça renforce le risque d'une rupture totale, brutale. Après, je vous laisserai réagir. Et donc, les deux autres blocs que je vois, c'est un acte malveillant de type cyberattaque ou soit un différend commercial ou une contrainte réglementaire, bref, quelque chose qui ferait que la collectivité serait forcée de se séparer de son fournisseur de services et se retrouverait potentiellement dans une situation où elle n'aurait plus personne pour pour prendre le relais, ou en tout cas serait face à une période de vide. Je propose de faire un rapide tour de table pour agir sur les différents éléments, peut-être mettre l'accent sur certaines dimensions qui vous paraissent pas assez mises en avant ou complètement mises de côté. Peut-être aussi que la trame qu'on a faite, c'est un petit peu enfermante, que vous avez d'autres idées, que vous ne voyez pas nécessairement comment les insérer dans ce schéma. Je vous laisse J'ouvre la le bal, parole. Quentin, si tu veux. Du coup, je suis Fanélie Sangion et je travaille pour les interconnectés et j'anime régulièrement des groupes de travail sur des thématiques transverses comme l'inclusion, le numérique responsable, la transformation des métiers, etc. Voilà, donc j'ai l'occasion d'en croiser certains dans ces sessions. Voilà, je passe le relais à Nicolas. Oui, donc moi je suis chargé d'études à l'Observatoire de Grand Paris Sud-Est Avenir. Et voilà, juste sur cet atelier, j'appuie Quentin sur l'organisation et l'animation. Donc, voilà, si les petits post-it que vous voyez bouger, c'est moi aussi. Voilà, puisque j'ai pu participer à des formations organisées par Futurib. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là que j'assiste un peu Quentin. Merci Nicolas. Stéphanie. Bonjour, Stéphanie Chelgoum, je suis chargée de mission et égalité à la mairie de Cergy, dans la direction du développement social et de la santé. La mission égalité comprenant la question de l'inclusion numérique. Merci Stéphanie. Est-ce que vous avez réussi à tout mettre ce que vous vouliez mettre au niveau des post-it? Il n'y a pas eu de point bloquant? Non, je crois que j'ai tout mis. J'ai voté sur certains post-it dans lesquels je me retrouvais. Donc, petit à petit, je crois qu'on fait le tour des idées qui me correspondent en tout cas. Et en termes aussi là, lors de ce tour de table, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'en termes de trajectoire, là, je vous livre un petit peu ma vision, mais de manière très, très descendante. Voilà, si vous avez au-delà des idées en elles-mêmes, mais au niveau des trajectoires qui se dessinent, des réactions, des compléments, n'hésitez pas les uns les autres. Moi, juste, en fait, je me rends compte que on a souvent beaucoup parlé dans les échanges que j'ai pu avoir, que ce soit au sein des interconnectés ou d'autres échanges, effectivement, des raisons, des objectifs, des moyens, des problématiques qu'on pouvait rencontrer, mais on a plus rarement eu l'occasion de réfléchir au risque de rupture. Et je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de le faire. Parce qu'en plus, avec la crise sanitaire, on a accéléré un mouvement qui était en train de se mettre en place, en plus dans les collectivités.
enfin, il y a encore 2 ans en arrière, rien n'était possible, tout était compliqué. Voilà, puis tout d'un coup, on a tout fait à vitesse grand V. Donc, je trouve que c'est bien aussi de se poser quelques questions parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être que collectivement, en tant que citoyen, déjà, on soit vigilant, je crois, et ensuite en tant que professionnel. Donc, c'est en ça que je trouve très intéressant la dernière des 3 parties là, qui nous a occupés. Merci Stéphanie. Merci. Du coup, on continue ce petit tour de table. Alors, j'y vais un peu à tâtons, hein, mais je vais peut-être interpeller parce que moi, je vais dans l'ordre des vignettes, comme ça, personne n'est jaloux. Après, j'ai CNFS, GQ. Est-ce que vous pourriez ouvrir votre micro ou votre caméra ou les deux Alors, peut-être que c'est pas forcément possible. Sinon, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. C'est peut-être pas possible. Alain Cariou? Vous n'allez pas me laisser seule comme ça dans mon moment de solitude. Merci. Bonjour. Je vois que quelqu'un... Pamela. Oui, donc moi je suis Pamela, je travaille à l'EDS de Créteil. Je suis secrétaire collaboratrice et je suis personne ressource au niveau du numérique. Donc voilà. Super, merci. Et est-ce que vous avez réussi à tout mettre voilà, les idées qui ressortaient de ces éléments-là, tout a été bien mis, tout fonctionnait correctement? Quelles idées? Au niveau du Klaxoon. Le truc. Ah oui, tout à l'heure. Ah non, en fait, j'avais rien compris au début et je crois que je suis partie vers la fin. Donc, j'ai rien pu mettre. D'accord, ok. Bon, ben, c'est pas grave, on vous fera un petit cas, récap. J'ai regardé ce qu'il y avait. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Pas de souci, on fera un petit récapitulatif global à la fin des idées qui sont ressorties de toute façon. Ensuite, je vois que quelqu'un a ouvert sa caméra, donc je vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour, Elsa Cardarelli. Moi, je suis à la fois salariée dans le privé et en parallèle, je suis bénévole, notamment pour Solinum, qui est une plateforme numérique qui aiguille les sans-abri en fonction de leurs besoins essentiels. Voilà. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est Smart City et la façon dont le numérique peut être de l'innovation sociale et solidaire. Et donc, voilà, voilà, une conférence m'a interpellée. Voilà. Donc, j'adhère à pas mal de sujets qui sont partagés sur ce klaxon. D'accord, super. Merci. Qui on n'a pas entendu? Claire, j'ai l'impression que vous activez votre caméra et vous allez pouvoir nous faire un petit coucou. Est-ce que votre micro fonctionne? Oui, bonjour. Impeccable. Du coup, moi, je suis Claretto, je travaille à la ville de Chambéry. Je suis chargée du déploiement des services en ligne. Donc, je travaille depuis 3 ans à la ville et puis j'ai participé à la mise en place d'un nouveau portail de services en ligne. Et voilà, par rapport au tableau, j'ai mis les éléments que j'avais à placer et bon, tout fonctionne bien. J'avais rien d'autre à mettre. Et je voulais juste dire, je rejoins un peu ce que disait Stéphanie, je crois tout à l'heure, je trouve que le sujet est vraiment très intéressant. Le côté imaginer ce qui se passerait si un jour il y a une rupture ou quoi que ce soit. C'est vrai que travaillant à la fois sur le numérique et puis étant côté personnel intéressé par tous les sujets environnementaux, etc., j'ai un peu parfois l'impression que les deux sont jamais mis en parallèle. Et en effet, on peut parfois se dire que on ne sait jamais, on risque d'aller dans le mur un jour. Mais en fait, c'est pas du tout prévu. Au contraire, on va vers de plus en plus de dématérialisation, mais c'est le fait que potentiellement un jour il n'y a plus d'accès aux services, c'est jamais trop abordé. Et juste par rapport à ça, dire aussi que nous, à la ville de Chambéry, je pense pas dans cette idée d'imaginer une rupture totale plus tard, mais par contre, l'optique qui a été prise par la direction, c'est de toujours mettre en place des services en ligne, mais tout en gardant en parallèle les services accessibles, enfin les démarches accessibles par d'autres moyens, en présentiel, en papier, etc. Sauf quelques cas particuliers, notamment par exemple pour des associations, on peut partir du principe qu'on va les accompagner autrement ou quoi que ce soit. Mais sinon, voilà, il y a ce principe qui a été dicté au début de la mise en place de services dématérialisés. Et pour le coup, ça peut être un moyen de résilience par rapport à la dématérialisation
totale, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte surtout quand il y a une cyberattaque ou des choses comme ça aussi. Et quand tous les services publics sont arrêtés. Et ceci dit, juste pour nuancer par rapport à ce point-là, c'est vrai que de notre côté, on fait en sorte que les démarches soient accessibles par d'autres moyens que le numérique pour les usagers, qu'ils aient le choix. Par contre, souvent, côté agent, c'est traité uniquement par numérique. Donc, en cas de rupture, on n'a pas répondu, on n'a pas la totalité des solutions, quoi. Ok. Voilà. Merci pour votre retour. Je vois que Isabelle Forestier, vous avez également ouvert votre caméra et je vous en remercie. Ça fait plaisir de voir vos têtes. Alors, par contre, votre micro n'est pas activé. Là, c'est tout bon. C'est bon. Donc, moi, je suis Isabelle Forestier, je suis à la mairie de Clamart. J'ai le pilotage de la GRU actuelle et j'ai participé à toute sa mise en place il y a 2 ans. À la ville de Clamart, on a à peu près une 50aine de formulaires en démat, entre 800 et 1200 demandes par mois. Donc, c'est une partie très intégrée, aussi bien au niveau des usagers qu'au niveau des agents, puisque derrière, on a des taux de traitement très rapides sur ces demandes-là. Voilà, et je travaille aussi à la cellule ingénierie et projet et je suis sur notamment un projet transversal du parcours usager à dimension ville, mais aussi à dimension territoire. Voilà. Super, tout un Voilà. sujet. Et pour moi, en dehors de la rupture, forcément, on va dire, numérique liée plus à des événements de matériel qui tombe, d'autres choses. La vraie rupture, elle est évoquée un peu dans les tables rondes qu'on a eues avant, c'est qu'on a des gens qui sont réfractaires au numérique, pas forcément ceux qu'on croit en premier. Je pense que ce n'est pas forcément les seniors les plus réfractaires. Voilà, et que le premier travail de rupture, il est peut-être en effet à faire avec ces gens-là pour pouvoir les fédérer et qu'ils soient eux-mêmes moteurs de ces dispositifs-là. Et en effet, toujours garder dans l'objectif que c'est un vecteur parmi tant d'autres et qu'on ne peut pas tout mettre sur le numérique et surtout ne pas mettre que du numérique. C'est ça. Je viens de rajouter votre idée là, sur notre tableau parce qu'effectivement, elle est intéressante. Je me permets aussi de compléter juste sur le fait que les autres groupes travaillent sur d'autres ruptures et qui sont peut-être un petit peu plus en lien avec ce que vous dites. Notamment, il y en a un qui travaille sur une collectivité qui aurait entièrement dématérialisé ses services numériques et qui les proposerait principalement dans le métavers. Donc, je pense que ce sont des enjeux qu'ils aborderont très frontalement. On aura le retour du coup des autres groupes de travail? Oui, absolument, oui. Tout à fait, ouais. Il y a une restitution à 17h en fait. La journée sera clôturée en partie par ça, à 17h. Voilà, donc on reviendra sur le lien du webinaire et on fera la conclusion tous ensemble. Donc vous aurez tous les éléments à ce moment-là. On va continuer le tour de table. Wilfried, peut-être? Vous m'entendez? Impeccable, on vous entend. Ouais. Ok. Du coup, je travaille à l'Observatoire, la direction de l'Observatoire de GPSEA, au sein du pôle SIG. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt intéressant comme thème de travail. Ça relativise en quelque sorte, ça contrebalance plutôt tout ce qui a été vu pendant le séminaire. Et mine de rien, en fait, il y a beaucoup de points dans les post-it qui ont été faits, il y a beaucoup de points qui sont rencontrés un peu au quotidien, pas de manière catastrophique, mais des choses un petit peu ponctuelles, comme par exemple des coupures de réseau, tout ça. Et puis là, pour le coup, on peut peut-être imaginer des petites solutions en quelque sorte court terme. C'est vrai que c'est vraiment pour compléter un peu l'objectif de cet exercice-là aussi, et on est un peu en quelque sorte sur un scénario tendanciel aussi par rapport aux autres groupes qui travaillent. Donc voilà, ça rejoint ce que tu dis sur les différentes idées où on retrouve les petites choses du quotidien. Effectivement, c'est ça, quelle est la trajectoire un peu qu'on suit si elle s'accélère, et puis comment on se prépare à toutes les ruptures et tous les risques potentiels qui peuvent
découler de cette trajectoire-là. Donc, tout à fait. Au risque d'être un peu dirigiste, je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu vos interventions parce qu'il nous reste encore à peu près la moitié de l'atelier à faire et la restitution est à 17 heures non négociable. Alors, peut-être un petit mot de Naël, si vous arrivez à prendre la parole, parce qu'après, je crois qu'on a fait le tour des personnes qui avaient la possibilité d'intervenir. Ok. Bon, je n'ai pas l'impression que ça soit possible. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, Naël, CNFS, GQ et Alain Cariou, n'hésitez pas à faire un petit message dans le chat pour dire que vous êtes toujours là et que tout s'est bien passé au niveau de l'expérience Klaxoon. Et on poursuit. Désolé, Quentin. Aucun problème. Donc là, au niveau des trajectoires, je vous ai déjà donné ma vision. Ce qu'il en ressort, notamment des risques de rupture, c'est que cette coupure d'accès au service public, elle peut être tout aussi bien très, très ponctuelle que s'installer dans la durée. Par exemple, peut-être qu'à la suite, autant s'il n'y a plus d'électricité ou plus d'Internet, bon, on peut espérer que ça se remette relativement rapidement. Autant si c'est lié à des évolutions réglementaires ou à des différents commerciaux, là, les choses peuvent mettre plus de temps. Donc, ce que je vous propose là, c'est de passer à la partie WATIF. Donc, là, va vraiment falloir faire un effort de projection. Donc, on est en 2035, on est dans notre collectivité qui a dématérialisé la plupart de ses services publics et cette collectivité est confrontée à une coupure donc d'accès à ces services dématérialisés. Selon donc deux modalités qui ressortent de notre partie retour, c'est soit une crise très ponctuelle et assez brève finalement, soit une crise qui se poursuit dans la durée. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de partir de vous mettre dans ce scénario-là, d'arrêter de se questionner de est-ce que ça pourrait se produire, comment ça pourrait se produire, mais voilà, on y est, et qu'est-ce qui se passe? Donc on va réfléchir à quelles sont les conséquences, donc à la fois pour les usagers, pour le fonctionnement de la collectivité publique, peut-être aussi pour le secteur économique et pour les entreprises. Bref, les champs sont assez ouverts. Donc, on a distingué, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'une crise plutôt ponctuelle et de faible durée, mais qui pourrait tout de même remettre pas mal de choses en question, et une crise qui s'installe donc dans la durée, qui pourrait durer plusieurs semaines, plusieurs mois, où là, il faudra, au-delà du choc initial, imaginer des solutions alternatives, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation indéfiniment. Et donc, je vais vous demander dans votre réflexion aussi d'essayer de faire la part des choses entre quels sont les effets immédiats à jour J et qu'est-ce que ça pourrait induire comme transformation plus durable à la fois dans du point de vue des usagers, du point de vue du fonctionnement de la collectivité ou des éventuels impacts économiques aussi. Parce que les consignes sont quand même relativement vagues, mais je veux vous laisser au maximum de champ ouvert pour pas brider les idées. Si tout est clair, je vous propose de passer à cette phase. Pareil, je vous laisse 5-10 minutes de réflexion et après, on essaiera d'en discuter un petit peu collectivement. Pamela, il me semble que c'était vous qui n'avez pas réussi à vous connecter au klaxon au début. Est-ce que tout est bon de votre côté maintenant? Vous arrivez à noter vos idées? Faut repartir encore sur le lien, c'est ça? Alors, je vais vous remettre le lien dans la discussion. Il suffit juste de cliquer, Ok, merci. cliquer dessus, d'indiquer un pseudo.
Ouais, c'est bon. Voilà. Déjà, c'est sûr, il y a un bloc communication aux usagers. À la limite, je vais mettre entre crises ponctuelles et crises qui s'installent, parce que c'est dans tous les cas. Hop, données inaccessibles, donc demande massive des usagers. Alors, il y a déjà des choses qui se dégagent sur comment la collectivité pourra y répondre. Donc, d'une part, sur la communication auprès des citoyens, des usagers, d'autre part, la stratégie pour fonctionner en mode dégradé, avec des transformations aussi à plus long terme qui peuvent constituer là, on anticipe un peu sur la fin de l'atelier, mais qui peuvent aussi constituer des enjeux qui ressortent de notre réflexion bah, une fois qu'on a parlé de tout ça, voilà, quels sont les principaux enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le risque de rupture, la vulnérabilité des collectivités. Il y a une autre chaîne de conséquences qui est un peu esquissée tout en haut, qui est le fait que les données soient inaccessibles. Et donc, certes, ça entraîne une demande d'aide massive des usagers. Là, on reboucle sur ce qu'on dit en dessous. Mais qu'est-ce que ça peut entraîner d'autre comme conséquence voilà, les données sont inaccessibles, cette fois du point de vue des usagers, des entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences ça a? Oui, c'est moi qui avais mis le point données inaccessible. Pour moi, c'est du point de vue des usagers, mais aussi des agents. C'est à quoi je pensais, c'est tous les dossiers, en fait, tous les dossiers en cours sont perdus. Enfin, inaccessibles, perdus, quoi, en cas de inaccessible ou perdu. Hein. Ou des choses comme ça. Donc, c'est plus aucun accès à tous les dossiers en cours, aux coordonnées des usagers aussi, par exemple, aux coordonnées pour les contacter. Et du coup, j'ai un peu du mal à séparer entre effet immédiat et puis transformation. Dans effet immédiat, moi, j'aurais compris qu'on note
les impacts, donc les conséquences que ça a, type voilà, on n'a pas accès à ci, on n'a pas accès à ça, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont des adaptations, en fait, la manière dont les collectivités s'adapteraient en mettant en place des procédures, etc. Donc, oui, alors là, on mélange un peu les deux, du coup. c'est normal parce que la frontière est un petit peu poreuse. C'était plus pour guider la réflexion que pour séparer strictement les choses. Ce que peut-être j'ai pas assez détaillé ça au début. Dans transformation durable, je voyais plus comment dire, pas comment la collectivité s'adapte directement, mais comment elle s'adapte dans la durée si c'est une crise qui s'installe, mais aussi une fois que la crise est passée, quelle réflexion il va y avoir, quelles conséquences de long terme et quelles traces ça peut laisser chez les usagers, dans la société civile, dans le tissu économique, quelles traces ça peut laisser aussi dans le fonctionnement de la collectivité, quelle réflexion ça peut entraîner. Est-ce que la collectivité, par exemple, continuerait dans cette voie du numérique en cherchant à le rendre moins vulnérable? Enfin, voilà. Merci pour les précisions. Pas de souci. Je reviens, j'ai juste allumé la lumière chez moi, mais je vous entends toujours. Pas de souci, Quentin. Alors. Merde. Oups. Alors, j'essaye de faire des flèches pour dessiner un petit peu des trajectoires, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça ne devienne pas non plus absolument illisible. Effectivement, il y a un enjeu de perte de confiance de la part des citoyens envers la collectivité. Il y a un enjeu aussi de réinvention du service public avec un enjeu de formation des agents, de réactivation du lien humain, etc. Tac. N'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous voyez des liens, des connexions entre les différentes idées qui émergent, qui commencent à être nombreuses. C'est vrai qu'on voit ici aussi, comme on disait à l'instant, le caractère un peu poreux entre les effets immédiats et les transformations à long terme. Il y a certaines transformations à long terme qui peuvent avoir effet, certaines transformations immédiates, pardon, qui peuvent avoir effet à long terme sur le guide des bonnes pratiques, par exemple, en K2. C'est une idée qui est beaucoup ressortie. Et effectivement, ça peut être une solution de résilience à la fois à mettre en place dans l'immédiat et puis aussi qui perdure dans le temps. Oui, encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur cette distinction entre effet immédiat et transformation durable. C'était davantage pour stimuler la réflexion que pour l'enfermer.
On a aussi la notion de mise en commun qui apparaît plusieurs fois et de prise de relais intercollectivité. Donc, ça rejoint aussi ce qui a pu être dit ce matin sur les communs. Donc, c'est assez intéressant dans les solutions qui émergent. Effectivement, là, ce qui semble émerger dans les dernières idées qu'on voit apparaître, c'est davantage des pistes de solutions que des effets médias, ce qui est pas mal parce que ça va nous permettre de doucement arriver sur la question des enjeux que cette réflexion pose et des pistes stratégiques que ça ouvre pour une collectivité pour à la fois prévenir ce risque, prévenir à la fois le risque et les effets secondaires qu'il entraîne, et aussi prévenir les conséquences de ce risque si toutefois il venait à arriver, parce que on peut chercher à diminuer le risque, mais ce serait illusoire de considérer qu'on peut l'éliminer entièrement. Donc, il faut aussi réfléchir et si malgré tout ça arrive, quelle piste, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait mis en place, qu'on ait anticipé auparavant pour en minimiser les dégâts. Donc, ce que je vous propose, tout en continuant un petit peu de compléter le tableau et de prendre la parole si vous voyez des trajectoires ou des liens qui se dessinent entre les différentes idées. C'est vrai que ça commence à être un petit peu fouillis. Ce qui serait bien qu'on commence à faire, c'est réfléchir à ces enjeux. Et comme première piste que je vous propose, tout simplement, c'est de relever de certaines idées qui vous paraissent être des enjeux parmi ce qu'on a déjà dit. Il y en a pas mal qui pourra constituer ces enjeux, et simplement de les mettre dans une autre couleur. Mettons, quand vous cliquez sur les post-it, vous voyez que sur les post-it jaunes, si vous cliquez dessus, il y a un petit carré jaune. Si vous cliquez dessus, vous pouvez en modifier la couleur. Ce que je vous propose, c'est déjà de faire un premier tour de repérage d'enjeux parmi tout ce qu'on a fait, et de les mettre, je sais pas, dans une autre couleur, mettons en vert. C'est pour ça aussi que je mettais tous les post-it en jaune. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair pour avancer vers la conclusion de cet atelier? Ce que je vous propose aussi, c'est qu'en même temps de cette identification des enjeux, que vous preniez la parole pour qu'on puisse un petit peu en discuter. Je vois qu'il y a déjà deux choses qui ont été mises en évidence qui sont en fait assez proches. C'est
comme une espèce de guide pour maintenir un service minimum en mode dégradé. Je ne sais pas si la personne qui l'a mis en évidence veut s'exprimer là-dessus ou si les autres, ça vous fait réagir. Ouais, c'est intéressant parce que c'est pratico-pratique aussi derrière. Ça veut dire que par contre, inversement, comme tout écrit, ça, la difficulté, c'est de le garder frais, de garder la fraîcheur de ce qu'il y a dedans et qu'on vient régulièrement le challenger. Mhm. Ouais, avoir une solution bis, ça interroge un petit peu ce qu'on s'était dit aussi dans la première partie de l'atelier, que l'un des facteurs de vulnérabilité, c'était justement d'avoir un seul service qui concentre absolument tout et que si nécessairement ce service ne fonctionne plus pour une raison ou une autre, c'est l'ensemble de ceux qui traitent qui impactent. N'hésitez pas aussi à revenir sur la partie retour parce qu'il me semble qu'il y avait des choses, notamment dans les facteurs de vulnérabilité, dans les moyens d'y répondre, déjà des éléments des éléments qui peuvent constituer des pistes de réflexion, des défis stratégiques. Pour l'instant, ce qui se dégage, c'est vraiment un côté très pratico-pratique de bon, on n'a plus accès à ça, qu'est-ce qu'il faut maintenir, comment, de la part de la collectivité, de la part des usagers aussi. Donc là, c'est le guide des usagers qui vient d'être mis en évidence. Qu'est-ce qu'on peut maintenir? Si on ne peut pas maintenir, de quelle solution de secours on a besoin? Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu plus larges, soit en amont de cette rupture, soit au contraire du côté des transformations plus durables qui sortent un petit peu de l'enjeu, de l'urgence de la rupture qui était aussi pertinent. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est la possibilité d'avoir un plan de sauvegarde, en fait. En tout cas, ou un plan de crise, parce que à l'inverse, quand on s'est retrouvés tous confinés, il y avait des collectivités qui avaient plus ou moins envisagé une partie des formes qu'a pris cette crise, qui du coup étaient en capacité de dire on déclenche ça, 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 et puis ensuite, pour le reste, on va faire comme on peut, tant qu'on peut. Mais là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les collectivités soient dans la logique de prévoir quelque chose au cas où ça arriverait, même si on ne peut pas tout prévoir, mais en tout cas prévoir voilà, la rupture d'Internet prolongée, la rupture d'électricité prolongée, voilà, qui ferait qu'effectivement, on serait contraint de ressortir des formulaires papier, de balancer des informations aux habitants et aux habitants, de reformer des agents et des agentes sur des questions très pratico-pratiques de comment on remplit certaines choses qu'ils avaient l'habitude de faire remplir ou de remplir, sur des logiciels métiers, et que là, il n'y a plus de logiciels métiers, quelles sont les informations essentielles qu'ils doivent récupérer. Imaginons, on doit continuer d'inscrire des enfants à l'école, quoi qu'il arrive, on doit continuer à enregistrer des décès, des naissances, voilà. Donc, il y a des choses qui sont de manière un peu régalienne relativement prévues, mais voilà, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse effectivement l'envisager de manière un peu, j'ai presque envie de dire obligatoire. Oui, effectivement, pendant que vous parlez, j'ai mis en évidence des idées qui faisaient un petit peu, qui faisaient écho à ce que vous disiez, le fait d'avoir d'une manière ou d'une autre des solutions de secours, de sauvegarde des données. Notamment, il y avait un poste qui était intéressant, ça pourrait passer, mais c'est un exemple parmi d'autres, par une solidarité entre les communes et de prise de relais. Il y a un autre enjeu majeur aussi qui ressort de ce que vous venez de dire, c'est l'enjeu de la formation des agents.
Ce que je vous propose dans les 5 dernières minutes, c'est sur le modèle de ce que vient de faire Stéphanie, de refaire un petit tour de table sur ce qui vous semble important comme enjeu qui ressort de notre discussion et de l'atelier. Avec, encore une fois, je me permets de réinsister aussi sur les enjeux qui se situent en amont de la crise. Qu'est-ce qui ressort aussi en amont pour diminuer la vulnérabilité, les risques? Je propose de faire un tour de table sur ce thème, si ça vous convient. D'abord, merci. J'en profite. D'abord, merci parce que je trouve ça très intéressant et je pense que ce qui ressort, c'est on parle toujours effectivement, et en plus, étant français, et je parle à moi-même, on est plutôt râleur et à se plaindre et à regarder toujours le côté négatif des choses. Et quand on parlait de mettre le numérique, on parle que dans le positif, mais c'est vrai que finalement, à travers votre atelier, on se pose tout de suite la question de la vulnérabilité. Et je pense que c'est bien parce que du coup, ça permet d'office d'avoir la vue complète de la mise en place du numérique, un numérique justement, ce que vous disiez, responsable au sens large du terme, c'est-à-dire que on prévoit un peu tout, quoi. On prévoit à la fois parce que ça va dans le sens des choses, il est complémentaire, on a des structures hybrides, mais aussi on gère aussi la crise. Et finalement, c'est vrai que ayant vécu une crise, je ne sais pas combien de personnes font des bilans de gestion de crise, mais on oublie vite. Donc finalement, de préparer et d'anticiper, c'est pas mal. C'est en tout cas, c'est l'un des buts de la prospective, d'essayer d'ouvrir des voies pour mieux se préparer, mieux anticiper, sachant qu'on ne peut jamais tout prévoir et tout, mais on peut en tout cas se préparer à un champ d'éventualité plus ou moins large. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aborder ce sujet-là ou un autre par l'aspect risque, du coup, amène la réflexion différemment. Voilà. Donc, en effet, on y va par tout ce que ça peut aborder, mais aussi tout ce que ça peut engendrer, on va dire. Alors, en cas d'un risque, comme vous l'avez dit là, mais il y en a plein d'autres des risques qui ne sont pas forcément des risques d'environnement technologique, mais qui peuvent être en effet des risques plus minimes, mais qui en fait peuvent quand même freiner les projets et encore une fois peuvent amener des gens très réfractaires au système parce qu'on l'a pensé en effet en amont en se disant c'est super, tout le monde va y aller. Et en effet, voilà, le fait de l'aborder par les risques amène une dimension qu'on ne prend pas toujours en compte et qui est une dimension hyper intéressante. Après, faut pas non plus se laisser un petit peu paralysé par les risques. Faut pas que ce soit paralysant, mais en tout cas, ça doit amener à savoir, on a pris en considération les risques, maintenant comment on fait pour les minimiser. Et comment aussi on s'engage dans une démarche. Comme on anticipe au mieux, en sachant qu'en effet, on ne peut pas considérer tous les risques, mais en tout cas, il y en a certains qu'on peut, et des solutions bis, entre guillemets, on peut en prévoir. Alors, peut-être pas sur une continuité comme on a eu pendant 2 ans, et que c'était un peu compliqué, on va dire. Mais voilà, sur des moments plus ponctuels qui durent un tout petit peu, voilà, et plus on anticipera, et j'ai envie de dire, plus quand ça arrive, en fait, on passe plus en mode dégradé, mais on est dans un mode qu'on a prévu, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et justement, ça va peut-être faire le lien parce que je vois qu'il est quasiment 17h. Je suis désolé pour les autres participants qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer, mais justement, l'approche par le risque était assez spécifique à notre thématique. Et vous allez voir aussi que dans les autres ateliers, ils ont plutôt réfléchi à des infections, des transformations, mais qui n'avaient pas cette connotation au risque. Ça vous permettra aussi de voir comment la prospective peut être mobilisée pour autre chose que simplement anticiper les risques et faire j'ai caricaturé, mais faire des to-do list de comment se préparer aux crises et qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a telle situation, telle situation, telle situation.
Je ne sais pas s'il y a le temps pour un dernier participant qui veut s'exprimer. Fanny, je me tourne vers vous. Peut-être une dernière intervention, et puis parce que je ne voudrais pas bloquer quelqu'un qui veut s'exprimer. Claire, peut-être? Oui, je me lance du coup très très rapidement. Non, mais juste pour vous dire que c'était vraiment très intéressant cet atelier. Et à la limite, sur le tableau, la chose qu'il faudrait peut-être rajouter à la fin pour moi, au final, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que du coup, là, on a parlé des effets immédiats et transformations durables qui arriveraient si un événement arrive et qu'on a plus de numérique. Et ce qu'on doit en ressortir, en fait, c'est comment on fait pour s'y préparer en amont, quoi. Mais c'est beaucoup des choses de tout ce que tout le monde a écrit sur le tableau. Mais ce qu'il faudrait en retenir, c'est un guide des choses à faire dès demain dans chaque collectivité pour dire le plan de stratégie, des priorités, etc., il faut le faire dès maintenant et pas quand la crise arrivera, quoi. Ouais, c'est un peu l'objectif de ce type d'atelier autoatif. Là, c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement dessus par manque de temps, mais effectivement, l'objectif, c'est bien de déterminer des enjeux et des chantiers à entreprendre dès aujourd'hui. Et j'essaierai de faire ressortir quelques éléments dans la restitution. Merci beaucoup en tout cas pour cet atelier. Je vous en prie. Est-ce que tu entends